Le conseil de ville de Baie-Saint-Paul avait lieu cette semaine et ce matin, on reçoit le maire, Michael Pilote, qui vient nous parler de quelques dossiers abordés. Bon matin, M. Pilote. Bonjour. Tout d'abord, vous avez tenu, lors de la séance municipale, à prendre la parole pour annoncer officiellement la position de la ville sur le regroupement des services de sécurité incendie qui a été proposé au cours des dernières semaines par la MRC de Charlevoix. En quoi consistait là, cette prise de position-là? Bien, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, oui, les autres municipalités se sont toutes exprimées en mentionnant qu'elles étaient en faveur du projet, mais la ville aussi doit être en faveur puisque c'est la ville qui prend la responsabilité de tout cela. Donc, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, évidemment, c'est quand même un gros défi de rassembler plusieurs dizaines, près de 100 personnes de plus sur le payroll de la ville, comme on dit. C'est quand même un enjeu. C'est un enjeu qui se réalise quand même relativement bien. Cependant, c'est clair que ça amène quand même des défis qui sont somme toute intéressants. Et ce que je voulais émettre comme propos, c'est qu'on en est rendu là. Au niveau de la sécurité incendie, il y a quand même une coroner qui a fait un rapport dernièrement suite à la perte des deux pompiers, à la perte de vie des pompiers en mai 2023. Et c'est une des recommandations fondamentales de la coroner de travailler ensemble, d'avoir un regroupement des services incendies dans la MRC de Charlevoix. Ça fait longtemps que ça se parle, si on le mentionne. Il y a eu le rapport Rouleau au tournant des années 2018 qui y allait un petit peu dans la même voie. On a le rapport de la coroner, il y a la firme Icarium qui a été engagée par la MRC de Charlevoix au courant de l'année 2024, qui a fait une étude quand même, qui a analysé chacun des services incendies de notre MRC et qui a dit, bien, il y a encore des zones grises, il y a des choses à travailler. Des lacunes même, ça a été nommé. Là. Oui, le défi majeur, c'est ça, c'est de travailler ensemble pour qu'on soit en mesure de répondre aux différentes normes, puisqu'actuellement, on ne répond pas à différentes normes dans différents services. Et même pour Baie-Saint-Paul, il y a des défis encore. Baie-Saint-Paul n'a pas une note de 100 % non plus, bien que c'est la municipalité qui, je vous dirais, répond le plus aux différentes normes et attentes du ministère et de la CNESST, puisqu'on a quand même plus de pompiers, on a aussi des pompiers qui sont à temps complet, on a une équipe administrative aussi, mais c'est clair qu'on a des défis pour tout le monde. Et on est des titulaires de charges publiques, donc on a à gérer des fonds publics. Et demain matin, si chaque municipalité décide à elle seule de s'équiper, de rajouter des ressources pour atteindre les différents règlements, les différentes lois, les normes, tout ça, bien, ça va coûter quand même très cher puisque la facture sera salée. Si on se regroupe, évidemment que ça va coûter un petit peu plus cher qu'au moment où on se parle, puisque présentement, il y a plein de normes qui ne sont pas respectées. Mais... Vous avez parlé de réglementation qui était appliquée à géométrie variable. Vous avez parlé notamment des barbes, de certains pompiers dans certains casernes qui seraient réfractaires à la couper alors que c'est interdit, des heures de formation qui ne seraient pas remplies. Parlez-nous un peu plus. Oui, bien évidemment, c'est pas moi qui a fait l'enquête dans les différentes casernes, c'est la firme Icarium. Cependant, ce qu'on a eu comme information, c'est que les différentes règles et procédures qui ne sont pas des politiques qui sont émises par la ville de Baie-Saint-Paul. On parle de politiques qui sont émises par le gouvernement du Québec, par ces organismes comme la CNESST, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certaines municipalités que les pompiers portent la barbe alors que ça, c'est prohibé normalement. On nous dit que dans certaines municipalités, il y a des pompiers qui sont réfractaires à suivre des formations, qui disent « Ah, ben moi, je n'ai pas besoin de suivre une formation pour conduire un VTT. Ça fait 30 ans que je vais à la chasse, donc personne n'a besoin de me former. » Je comprends que la personne, elle est capable d'avancer, de reculer, de faire fonctionner son VTT. Cependant, il y a des lois, il y a des normes et on n'a pas le choix aujourd'hui de respecter ces normes. Les pratiques, normalement, on n'a pas le choix d'aller pratiquer. Les pompiers ici non plus ne sont pas confrontés à des incendies, comme exemple dans la ville de Montréal au quotidien ou encore de façon hebdomadaire. Donc, c'est important pour quelqu'un qui a fait sa formation de base, je dirais peut-être il y a 10 ans, qu'elle continue de pratiquer. Puisque si la personne, elle a fait sa formation, exemple, il y a 10 ans, et elle a pratiqué 2 ou 3 reprises depuis ce moment-là, et elle n'a pas été exposée à des appels incendies, puisque souvent, ça peut être des fausses alarmes, des choses comme ça, où il n'y a pas d'appel. Et si la personne, on l'envoie sur une incendie, et que finalement, elle n'a pas pratiqué depuis 10 ans, bien, c'est dangereux même d'envoyer le pompier dans une situation comme ça. Et nous, comme employeurs, on a une responsabilité en matière de sécurité au travail. On se doit d'assurer une protection pour nos différents employés, de s'assurer qu'ils ont les connaissances et développer des compétences pour être sécuritaires sur un lieu de sinistre. Vous avez parlé de bananes sur les épaules de certains pompiers. Ça a fait réagir. Est-ce que la résistance ne viendrait pas des pompiers elles-mêmes qui auraient peur des pompiers eux-mêmes, pardon, qui auraient peur de perdre des fonctions, perdre de pouvoir qui seraient transférés à Baie-Saint-Paul? Bien, c'est clair que c'est normal de réagir ainsi puisque c'est la gestion du changement. Et lorsqu'on gère le changement,
tout être humain, des fois, va avoir de la peur, va se questionner, va être amené à réfléchir et à avoir la peur de faire des choses qui sont différemment. Donc, on le comprend, mais effectivement, il y a une partie de tout cela qui est émotif. Il y a des gens qui, justement, sont directeurs de caserne et qui vont se dire, bien, avec la nouvelle structure... Est-ce qu'on aura des directeurs partout? Est-ce qu'il y aura trop de chefs de guerre parce qu'on aura de soldats sur le terrain? C'est clair qu'il va y avoir un directeur. Ce qui est projeté dans le projet, c'est vraiment que la direction va être basée à la ville de Baie-Saint-Paul. Évidemment, la direction va se déplacer dans les différentes casernes, mais il va toujours y avoir un commandant, si on peut dire ça comme ça, un capitaine de caserne qui va s'occuper justement de la gestion des opérations. Cette personne-là, c'est lui qui va faire en sorte de donner les directives aux pompiers. Les directives, les grandes directives vont partir de la ville de Baie-Saint-Paul en conformité avec les politiques gouvernementales. Comme je le mentionnais tantôt, c'est pas la ville qui décide que les pompiers doivent avoir la barbe ou pas, ou doivent suivre telle ou telle formation, c'est les normes. Donc la direction va faire suivre ça aux différents capitaines de caserne et c'est ces derniers qui vont justement gérer de façon directe les pompiers. Et pour les pompiers eux-mêmes, il y aura peu de changements. C'est vraiment pour les directeurs de caserne actuellement qu'il va y avoir plus de changements, puisque au niveau administratif, ils vont avoir des différences. Cependant, actuellement, pour les pompiers, ils vont continuer d'avoir la même personne qui va diriger la caserne. C'est cette personne qui va commander les opérations lors d'un incendie. C'est cette personne aussi qui va faire les différents horaires de garde, des choses comme ça. Donc, pour les pompiers eux-mêmes, le seul changement qu'il peut y avoir, c'est que le talon de paix... Il va être plus intéressant. Il va être avec le logo de la ville de Baie-Saint-Paul. Et pour les citoyennes et les citoyens, il n'y aura pratiquement pas de changement, puisqu'ils vont voir encore les mêmes casernes, les mêmes logos, les mêmes uniformes des pompiers. C'est les mêmes pompiers aussi qui vont répondre aux appels à Saint-Urbain, aux éboulements, à Petite-Rivière, tout ça. Donc, très peu de changements. Les changements vont être, je vous dirais, beaucoup plus pour les responsables de caserne et pour les pompiers, peut-être se disent moi, je ne veux pas être avec Baie-Saint-Paul puisque j'ai peur que ça soit plus sévère. Bien, c'est parce qu'actuellement, le statu quo n'est pas possible. Fait que même si une municipalité décide de ne pas entrer dans l'entente de regroupement, bien, ça ne pourra pas être toléré qu'est-ce qui est toléré actuellement. Donc, il va devoir y avoir des changements, peu importe que ce soit avec Baie-Saint-Paul ou que les gens désirent demeurer de façon autonome. Donc, on va suivre le dossier avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Vous avez parlé aussi au Conseil de ville de travaux routiers, réfection aussi, sur la côte de Pérou notamment. Oui, bien, c'était une de nos priorités. Lorsqu'on est arrivé en mandat en novembre 2021, on avait dit comme conseil qu'on voulait s'occuper de nos tronçons routiers municipaux. On en a quand même un large périmètre à Baie-Saint-Paul. On a travaillé dans les dernières années au niveau du secteur urbain, autant qu'au secteur rural. On a refait le rang Saint-Antoine-Nord, on a travaillé dans le rang Sainte-Croix, on a travaillé sur la rue Forget, on a refait la rue Forget, on a refait le boulevard Raymond-Mailloux. Avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, on a travaillé aussi avec pour le centre-ville. Il y a eu un repavage sur Ambroise-Fafard, dans l'attente des différents travaux qui auront lieu dans les prochaines années sur cette artère principale. Et là, pour 2025, les sommes sont pour, la rue Saint-Jean-Baptiste, dans la seconde partie, du pont Garriépi, autour du Petro-Canada, jusqu'à la rue Transim, donc un petit peu là où le garage groupe Gilles-Jean. Donc, on va refaire le pavage dans cet endroit. Et la côte de Pérou, ça a été à la demande générale, je vous dirais, depuis plusieurs années, de la 138, avec le ruisseau Michel, un petit peu, qui est juste aux abords de la rue. Et on va se diriger, je vous dirais, jusqu'à l'intersection Saint-Gabriel de Pérou. Donc, un repavage qui va être quand même intéressant puisque la chaussée était fortement abîmée. Il faut se rappeler que c'est une route également qui est à double vocation. Il y a du transport lourd qui circule par cette voie d'accès. Et en même temps, on va abaisser la vitesse de circulation. Pourquoi? Bien, depuis plusieurs années, on nous mentionne que ça roule à très grande vitesse dans la côte de Pérou. C'est pas exclusivement là. La problématique de vitesse, je le dis, à Baie-Saint-Paul, c'est généralisé. Mais à Pérou, quand même, ça roule vite et c'est une côte. Fait que les gens prennent de la vitesse même en n'appuyant pas sur l'accélérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la vitesse de 80 km/h à 60 km/h. On ne pouvait pas aller en deçà de cela, puisque si on y va à 50, c'est quand même plus dangereux avec les freins, tout ça. C'est quand même une côte. Donc, les gens, bien qu'on abaisse la vitesse, doivent quand même être attentifs et se rappeler qu'ils sont dans une côte avec une pente en forte dénivelée. Donc, c'est quand même un bon pas dans la bonne direction, là, à mon avis. Autre sujet, on a acheté une maison à la ville de Baie-Saint-Paul, ici, sur Alfred Morin. À quoi sera destiné l'achat de ce terrain? Actuellement, on a 2 mini-maisons qui sont sur la rue Alfred Morin à Baie-Saint-Paul, des mini-maisons qui sont arrivées, je vous dirais, autour du mois de novembre 2024. On va travailler dans les prochains mois. Je vous dirais que ça s'achève. Il nous reste à finaliser les armoires à l'intérieur des résidences. On est à travailler aussi avec notre contentieux pour vendre ces maisons, puisqu'elles seront vendues. Au début, on était en hésitation. Est-ce qu'elles seront en location ou en vente? Je vous confirme que ça sera via des ventes. Annonce donc ce matin?
Oui, une annonce en primeur. Donc, il y aura vente de ces 2 mini-maisons qui sont déjà installées. On est à travailler les contrats de vente, tout ça. Il y aura des critères, évidemment. Ce sera pour les gens qui résident à Baie-Saint-Paul. Il ne devra pas y avoir de location. Donc, les gens ne pourront pas faire de la location touristique. Ça devra être je vous dirais, leur résidence principale. Donc, il y aura plusieurs critères qu'on pourra le véhiculer déjà dans les prochaines semaines. Le but, c'est vraiment de procéder à la vente déjà avant l'été. Donc, ça s'en vient à grands pas. Et là, on veut en construire d'autres. Donc, il y a 3 autres mini-maisons aussi là, qui vont arriver à Baie-Saint-Paul d'ici la fin 2025. C'est projeté là, au calendrier pour juste un petit peu avant le temps des fêtes prochain. Sous le même concept? Sous le même concept. Elles seront différentes un peu au niveau de l'aménagement. Cependant, ce sera des mini-maisons un peu là, qui seront là, semblables et on veut en faire même d'autres dans le futur. Donc, c'est pour ça que la Ville a acheté ce grand terrain là, pour qu'on puisse avoir un petit quartier de mini-maisons à ce niveau-là. La pénurie de logements, hein, je le mentionne et je le mentionne encore une fois, ça touche toutes les municipalités à travers le Québec. Il faut sortir des sentiers battus. On a les Habitations de la Lumière, un beau projet aussi qui est ambitieux, qui s'en vient là, à grands pas. Les étapes cheminent également. On a revu aussi toute la question de la location touristique à Baie-Saint-Paul. Hein. Depuis notre arrivée, on a mis des contingentements par zone. Donc, on a vraiment mis la hache, comme on peut dire, dans les permis de location touristique, les habitations accessoires aussi. On en a permis encore cette semaine. On a délivré là, une autorisation pour la rue Labbé. Donc, une personne qui a un garage qui est assez grand pour en faire une unité d'habitation. Donc, ce sera un garage qui sera transformé en logement. Donc, c'est quand même d'autres solutions aussi pour la pénurie de logements. Les promoteurs privés aussi, via les ententes de participation que les promoteurs en construisent dans différents secteurs de Baie-Saint-Paul. Donc, je pense qu'à Baie-Saint-Paul, on ne peut pas dire qu'on fait rien là, pour... Beaucoup de modifications réglementaires. En effet. Merci beaucoup, Michael Plette, d'avoir fait le point sur ces dossiers-là ce matin avec nous. Ça fait plaisir.